Donc, bonjour à tous, je suis Marie-Benoît Magrini, chercheure en sciences économiques dans l'UMR Agir du Centre INRAE Occitanie de Toulouse. Et nous allons inviter deux intervenants pour cette séquence. Donc, Monsieur Alain Laribaud et Monsieur Prévost, vous pouvez réactiver vos caméras. Donc, avec ces deux intervenants, nous allons aborder les enjeux de développement des légumineuses du champ jusqu'aux filières. Je vais juste rappeler pour les intervenants que Monsieur Alain Laribaud, même si vous êtes progressivement vers la retraite, vous êtes encore très impliqué sur les questions de relance des légumineuses au sein de la coopérative Calisol qui est située dans le Tarn-et-Garonne et qui déborde bien sûr ce département. Vous avez été directeur de l'agriculture biologique et de la commercialisation. Vous avez participé à plusieurs projets de recherche avec INRAE, dont les programmes PSDR4, donc avec des réflexions autour de la mise en œuvre de nouvelles pratiques agroécologiques avec les légumineuses comme les cultures associées, les questions d'évolution du conseil, des modalités d'accompagnement des agriculteurs au changement. Vous avez aussi été très impliqué dans les réflexions sur la structuration des filières entre les opérateurs de l'amont et de l'aval pour justement assurer des débouchés ayant une rémunération attendue pour les agriculteurs. Donc, vous avez une large expérience sur le sujet et nous allons du coup témoigner avec vous, nous permettant de prendre aussi du recul. Avec votre homologue un peu plus jeune, qui est Monsieur Nicolas Prévost, qui lui a des fonctions un peu similaires, mais dans la coopérative Arteris. Donc je rappelle, Arteris a aussi une activité géographiquement très étendue au sein d'Occitanie et même au-delà. Monsieur Prévost, vous êtes responsable de la commercialisation et de la collecte à Arteris. Et Arteris est aussi une coopérative importante de la recherche avec le centre INRAE. Vous avez récemment témoigné aussi de différents enjeux sur le développement des légumineuses aux dernières RFL de février. Vous nous avez fait part de réflexions aussi bien à l'échelle de la production que des filières, en prenant l'exemple, par exemple, récent de la structuration de l'IGP sur le haricot de Castelnaudary, qui était un vieux dossier qui remonte à plusieurs années. Et donc aujourd'hui, on est ravis d'avoir cette IGP de plus qui aura peut-être un effet d'entraînement pour la production des légumes secs dans le Lauragais. Donc, vous ayant introduit, les participants auront compris que vous êtes deux témoins clés sur la compréhension des enjeux de la relance des légumineuses à graines dans la région Occitanie. Et donc, on voudrait avoir avec vous votre sentiment aujourd'hui sur les principaux freins qui, selon vous, avec votre expérience, les principaux freins qui limitent le développement des légumineuses aujourd'hui en Occitanie. Est-ce que, selon vous, ce sont des freins plus techniques, comme des difficultés à lutter contre certains ravageurs, à faire face aux aléas climatiques qui affectent fortement la fixation symbiotique de ces légumineuses, ou est-ce des freins qui sont plutôt à l'aval, un manque de débouchés, un manque d'organisation de filières, un défaut de rémunération? Donc pour vous, quelle est la perception de ces freins et est-ce que ces freins sont similaires pour à peu près toutes les légumineuses à graines ou certaines s'en tirent mieux que d'autres? Par exemple, on reparle beaucoup du soja, de l'envolée du soja. Est-ce que cette envolée du soja va se pérenniser ou est-ce que ça peut générer aussi des problèmes dans l'accompagnement de ce développement? Donc, on souhaite vraiment que vous repartiez de votre expérience et de votre vécu sur le terrain pour alimenter cette discussion. Et je propose de commencer par Monsieur Prévost au sein d'Arteris et ensuite, Monsieur Laribaud, vous réagirez aussi à partir de votre propre expérience. Donc, Monsieur Prévost, vous pouvez réactiver votre micro pour nous faire part de votre sentiment sur ces freins au développement des légumineuses. Alors, bonjour à tous. Ouais, la question est vaste. Comme ça a été exposé précédemment, on est tous convaincus, et chez Arteris aussi, de l'intérêt des légumineuses à plein de niveaux, au niveau agronomique, au niveau environnemental, niveau de la santé. Et c'est vrai qu'il y a énormément de freins, de facteurs qui viennent parfois contraindre le développement de ces légumineuses. Alors, c'est difficile d'en choisir certains ou de les prioriser les uns par rapport aux autres. C'est plus un tout. Il faudrait réussir à s'organiser pour travailler sur l'ensemble de ces paramètres. Il est vrai que côté amont, l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des aléas climatiques a forcément un impact sur la bonne implantation de ces légumineuses, mais c'est vrai aussi sur toutes les autres cultures, donc ça n'est pas
seulement spécifique aux légumineuses, mais il y a un vrai sujet autour de ça. À cela s'ajoute aussi pas mal d'impasses techniques et plus le temps passe, plus il y en a. Alors, je parle pour le conventionnel, mais on a de moins en moins on n'a plus de possibilités de protection des semences, par exemple, en pois chiches. Il y a aussi des impasses techniques sur la protection des cultures et qui ne nous permettent pas plus de protéger aussi efficacement les légumineuses, entre autres celles, par exemple, je prends l'exemple des pois chiches à destination de l'alimentation humaine. Il y a forte pression d'insectes ces dernières années qui dégradent je dirais, l'aspect visuel des pois chiches en venant piquer les grains. Et pour le débouché et le consommateur final, c'est extrêmement contraignant et ça a un impact sur la rémunération du producteur puisque la qualité n'est pas suffisamment satisfaisante pour ce débouché alimentation humaine. Donc à l'amont, en effet, il y a une somme d'éléments avec plusieurs leviers certainement sur lesquels agir pour compenser cela. Hein, un gros travail sur les itinéraires culturaux, forcément. Sur la recherche variétale, il y a certainement beaucoup de choses à faire. Aller chercher des variétés mieux adaptées et travailler collectivement pour faire de la sélection et trouver les bonnes variétés adaptées à nos terroirs. Ça permettra d'accompagner ce développement et de lutter contre différents freins. Côté aval, là aussi, il y a, selon moi, un vrai besoin d'organisation sur plusieurs points. Premier point, c'est assurer une rémunération régulière et sécurisée qui corresponde, qui soit en accord avec les coûts de production. Finalement, une bonne partie de ces légumineuses, sur la plus grosse partie de leurs débouchés, ont leur prix corrélé aux marchés mondiaux. Et il faudrait trouver des débouchés spécifiques, plus valorisants, permettant de sécuriser le prix dans la durée et d'avoir une forme de garantie de rémunération pour le producteur. Donc ça, on a parlé, vous avez évoqué l'IGP tout à l'heure, aller chercher des filières plus sécurisantes sur le prix, qui valorisent la proximité, qui valorisent les itinéraires, qui valorisent des méthodes de conservation. Il y a plein d'axes à travailler. Donc, côté aval, je pense que un enjeu est cette sécurisation du prix et un moyen de se déconnecter du prix du marché mondial. Hein. On peut prendre l'exemple du pois chiche, qui a eu un fort engouement ces dernières années en termes de production, puisque les prix mondiaux sont montés très très haut. Les prix en France ont suivi, forcément. Derrière, la production a fortement augmenté au niveau national, augmenté dans toutes les régions françaises. Donc, c'est même venu se faire concurrence entre régions françaises, alors qu'il y avait une petite poche de production historique qui avait ce débouché origine française en pois chiche. Derrière, comme souvent ça se produit quand c'est mal maîtrisé, quand le débouché est, je dirais, mal maîtrisé ou mal dimensionné, les prix se sont écroulés à cause d'une suroffre qui n'était plus en adéquation avec la demande. Donc là aussi, la sécurisation du débouché passe par la structuration de filières, mais passe aussi par une organisation des différents acteurs pour que l'offre soit en bonne cohérence avec le débouché. Il n'y ait pas suroffre comme on l'a vécu en pois chiche ces dernières années. Alors là, après quelques années compliquées, il semblerait que le marché veuille se rééquilibrer, se soit assaini. Il faut profiter de ça pour travailler collectivement et aller chercher une organisation qui permette de ne pas retomber dans les biais que l'on a connus ces 3 dernières années. Enfin, là, je prends l'exemple du pois chiche, mais ce serait vrai aussi en soja si cette culture se développait de manière non maîtrisée et que l'offre finalement venait à dépasser la demande sur ces filières soja origine France, par exemple, hein, qui se sont bien développées ces dernières années à destination de l'élevage et qui ont permis de bien valoriser et de bien sécuriser le revenu sur le soja français. Côté aval, il y a, je dirais, un autre angle intéressant à travailler, c'est la diversification des débouchés. Je vous ai parlé tout à l'heure de production à destination de l'alimentation humaine pour lesquelles l'aspect visuel de la culture, du produit est fondamental. Le pois chiche avec des grains piqués par des insectes pose problème. Il
il y a de nombreux débouchés qui permettraient de s'affranchir de ça, de contourner cette problématique, quoi, tout simplement en faisant de la farine, hein, avec les légumineuses. C'est un débouché qui se développe. Et en arrivant à structurer aussi ces nouveaux débouchés, à s'organiser pour y répondre, c'est aussi un moyen de stabiliser et de sécuriser le revenu du producteur, d'éviter et de tamponner aussi cette variabilité liée aux aléas de qualité sur le produit, qui sont eux-mêmes liés aux aléas climatiques et aux contraintes que l'on peut subir au niveau agronomique. Donc, il y a plein de leviers aussi à actionner sur l'aval. Et je dirais en conclusion que finalement, on ne peut pas vraiment en choisir un. Tout ça doit se travailler de front. Et surtout, ça doit se travailler collectivement entre les différents acteurs de la filière, puisque ça reste des filières assez petites, qui peuvent rapidement être déséquilibrées et se déstructurer si on ne marche pas de manière coordonnée les uns les autres. Merci, Monsieur Prévost. Oui, je comprends bien vos remarques sur des filières de diversification un peu mineures, que cette organisation des débouchés, elle est vraiment majeure pour permettre un développement plus sécurisé. Sinon, les tentatives d'émergence de la production peuvent vite se réeffondrer quand on a en plus tant d'impasses techniques à surmonter, appelant des investissements et une stabilité de l'investissement des agriculteurs sur ces cultures. Je pense, Monsieur Laribaud, Calisol est aussi une coopérative qui a beaucoup investi autour du pois chiche. Je pense que vous retrouvez dans les commentaires établis par votre homologue Nicolas Prévost. Est-ce que vous pourriez rebondir dessus et nous faire part aussi par rapport à votre expérience et votre recul aujourd'hui, comme vous acheminez vers une retraite? Vous avez peut-être aussi un recul sur une plus longue période qui peut aussi nous aider à identifier quels sont pour vous les leviers majeurs, même si je sais que c'est difficile de prioriser, sur quoi il faudrait agir en priorité. Bon, mais je crois que M. Prévost ne m'a pas laissé beaucoup de latitude pour le compléter. Enfin, moi, je conforte ses dires à 100%. Et je prioriserais peut-être une seule chose, mais c'est plus une conséquence qu'autre chose, c'est lutter pour avoir un prix suffisamment rémunérateur pour nos agriculteurs, et pour pouvoir derrière leur permettre de sécuriser leur production. Je reprends moi aussi l'exemple du pois chiche qui aujourd'hui n'est pas suffisamment rémunérateur, et pour que l'agriculteur obtienne une marge suffisante, il a tendance à faire des impasses, enfin, comme disait M. Prévost, faire des impasses sur la protection de la culture, bon, notamment sur les semences. Aujourd'hui, l'investissement en semences pour un agriculteur, c'est un peu plus de 100 euros sur le prix d'un pois chiche. Donc, le fait d'économiser sur ce poste-là, l'agriculteur sera compétitif en prix, mais sera très fragile derrière sur la maîtrise des rendements. Voilà, et ça, c'est une réaction qui, chez nous aussi, nous fait très, très peur. C'est que c'est déjà arrivé il y a 20-25 ans, avec des prix du pois chiche qui avaient fortement baissé, avec des agriculteurs qui ont tendance à vouloir ressemer leurs propres semences. Et la conséquence, c'est que derrière, toute une région, pendant une dizaine d'années, n'a plus pu produire du pois chiche parce que les sols étaient complètement infestés d'ascochitose. Voilà, il faut absolument éviter ce type de situation. Il y a un autre aussi élément qu'il faut prendre en compte pour tenir un bon prix rémunérateur, c'est la compétition des cultures les unes par rapport aux autres. Pour un agriculteur, malgré qu'il sache, il en est conscient, qu'il sache qu'il faut des cultures pour pouvoir avoir des rotations suffisamment équilibrées, derrière, la partie économique prend le dessus. Et là aussi, en ce moment, on voit un tournesol il faut s'en réjouir, un prix du tournesol qui monte, qui a pris 100 euros tonnes en quelques mois, et qui aujourd'hui va se retrouver, c'est une culture qui se retrouve compétitive du pois chiche notamment, et l'agriculteur hésite entre le pois chiche et le tournesol, par exemple. Alors qu'il hésitait moins
il y a quelques temps de ça, avec un pois chiche à un prix bien supérieur et un tournesol à un prix bien plus bas. Après, l'agriculteur, je le répète, c'est un agronome. Il est conscient de l'effet précédent du pois chiche et autres, mais bon, ils ont des impératifs et le raisonnement à court terme, malheureusement, et c'est quelque chose qui se pratique. Voilà. Après, je prendrai un autre exemple. Bon, c'est vraiment l'exemple de la coop, c'est la lentille chez nous, où on a eu de très gros soucis pour pouvoir développer cette culture qui jusqu'à présent a été fortement demandée. C'est une culture qui subit des aléas climatiques et qui ne sont pas uniquement maîtrisables par l'agriculteur. Ce sont des pluies la veille des récoltes qui peuvent empêcher toute récolte de lentilles. Et c'est pour cette raison qu'on avait lancé un doctorat sur les associations avec les lentilles. Aujourd'hui, moi, je m'en réjouis vraiment, puisque 80 à 90% de notre sol de lentilles aujourd'hui est produit associé au blé. Et ce risque récolte aujourd'hui, on a réussi à l'atténuer avec cette fameuse association. Mais ce n'est pas forcément que l'avantage pour la coop, c'est aussi un inconvénient, puisque derrière, ce blé, il faut le retirer de la lentille. Et le fait d'avoir développé cette association, pour nous oblige on nous interdit de rentrer sur des productions garanties sans gluten. C'est beaucoup trop risqué. On n'est pas suffisamment bien équipé aujourd'hui pour garantir le sans gluten, quand on a plus de 80% de nos productions qui est produite en mélange avec du blé, par exemple. Quoi dire de plus? Monsieur Prévost a tout dit. Moi, je trouve que c'est bien. Je suis heureux de partager toute son approche. Moi, je la partage à 100%. Et je suis heureuse que vous le partagez. Je ne fais que compléter. Je suis heureux qu'un jeune quand même ait la même approche. Voilà. Et non, mais moi aussi, parce que du coup, moi, je suis économiste. Et donc, je vais vous amener là pour le temps qui nous reste de discussion sur finalement, est-ce que vous estimez aujourd'hui que les organisations de producteurs, qui est un droit dans le droit de la concurrence régi au niveau européen, donc il y a des dérogations, et sur le volet agriculture, l'Europe est très vigilante à préserver justement les organisations du producteur pour avoir un effet de poids dans les discussions et les négociations avec l'aval et l'organisation des débouchés. Alors vous, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, les organisations de producteurs de l'Occitanie font suffisamment poids dans les discussions avec l'aval? Est-ce qu'il y a besoin de penser d'autres organisations? Vous avez beaucoup insisté sur la nécessité de travailler en collectif et d'avoir aussi des espaces de dialogue avec l'aval pour faire part aussi des contraintes et des difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Parce que si l'aval veut aller déboucher des produits à base de pois chiches, de lentilles, il faut qu'il prenne conscience des difficultés et vous aider à les surmonter également. De toute façon, nous sommes entre les mains des consommateurs. Monsieur Prévost parlait qu'on était forcément impacté par les cours mondiaux. Quand le prix du pois chiche au niveau mondial était haut, forcément, au niveau français, on était haut. Et puis quand ils ont baissé, ils ont baissé aussi. Donc, il faut tenter de ne pas dépendre de ces cours mondiaux. La seule façon de ne pas dépendre de ces cours mondiaux, c'est de convaincre le consommateur d'acheter français et à un prix suffisamment haut, pour que les producteurs derrière puissent produire décemment et régulièrement. Faut pas que les légumineuses destinées à l'alimentation animale soient intéressantes une année, le soient moins l'année suivante. Il faut une certaine régularité de production et d'approvisionnement. Quand le consommateur décide d'acheter français et local, il n'achète pas en 2020 du local, en 2021 il n'y en a plus, il achète de l'import. Il faut une certaine régularité de production. Et pour avoir une production régulière, il faut y investir dessus. Pour y investir dessus, il faut avoir un prix suffisamment rémunérateur. Moi, je me tourne plus sur le consommateur et à nous, je ne sais pas comment, mais à nous de convaincre ou se mettre en association, je ne sais pas comment, mais convaincre le consommateur qu'il existe des démarches vertueuses, transparentes. Alors, je vais prendre l'exemple. Alors, ce n'est pas en conventionnel, c'est en bio. C'est la démarche Bio Équitable France qui a été initiée par la société Éthicable et Biocoop
Ce sont deux gros distributeurs français en bio qui aujourd'hui lancent cette opération qu'on pourrait imaginer. Moi, je dis sur la partie conventionnelle aussi. Je trouve que c'est impliquer des consommateurs, c'est leur prouver qu'il y a transparence dans toute la chaîne et qu'au bout de cette chaîne, l'agriculteur est bien rémunéré. Voilà. Je crois à ça encore. Alors, vous voyez, j'approche de la retraite. Voilà, je suis peut-être encore resté un peu naïf, mais bon, j'y crois de plus en plus. Enfin, moi, je pense que le consommateur a de plus en plus de possibilités avec les réseaux sociaux de se faire entendre. Et voilà. Moi, l'espoir, je le vois là, quoi. On va donner la parole à votre homologue sur cette question aussi de l'équité, de la rémunération. Et est-ce que vous pensez, je vais poser aussi la question à M. Prévost, que l'aval joue suffisamment le jeu de cette transparence? Moi, je partage le point de vue de M. Lariboud. L'aval fait le travail, je pense. Alors, il y a certainement des choses à améliorer et en travaillant collectivement encore une fois. Mais la balle est dans le camp du consommateur au final, quoi. Là, bon, ce qui est assez positif ces derniers mois, alors malheureusement, c'est aussi le résultat de la crise sanitaire, mais il y a quand même une dynamique qui a l'air de s'enclencher positive autour de ces sujets-là, sur lesquels il faut savoir surfer et il ne faut surtout pas laisser passer le train, que ce soit sur le pois chiche, mais aussi sur les autres légumineuses, hein. Pour montrer à quel point c'est compliqué, à titre d'exemple, sur le soja de France utilisé pour la production, enfin pour ensuite à destination de l'élevage, du soja origine France pour l'élevage, on n'a pas commencé à en faire il y a 1 an ou 2 ou 3. Mais par contre, c'est quelque chose qui se fait depuis des années et des années et des années. On voit tout juste depuis 2-3 ans la dynamique s'enclencher avec des filières qui se structurent, une communication associée qui communique autour du soja origine France à destination de l'élevage français et qui permet de structurer cette demande, de sécuriser cette demande et puis de manière très vertueuse ensuite stabiliser le débouché et mieux stabiliser aussi la rémunération pour le producteur. Et ça, il faudrait réussir à le transposer sur l'ensemble des productions. Il y a forcément des leviers actionnés, une communication à mettre en place. Et comme disait M. Lariboud, il faut convaincre le consommateur pour que tout ça s'enclenche et se dynamise dans les prochaines années. Du coup, je me dis qu'il y a du travail à faire alors en Occitanie, mais aussi au niveau national avec les fédérations des coopératives, du négoce, pour argumenter et communiquer auprès du consommateur de manière collective sur ces enjeux de l'origine France et des conséquences et vertus environnementales, santé qu'il peut y avoir derrière. Oui, c'est certain. Tu avais 2 commentaires sur la partie exportation et importation. Je te laisse peut-être regarder. Oui, qu'on ne peut pas, mais ça, tout à fait, raisonner que consommation origine France, dans le sens où nous-mêmes, on est exportateurs. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres pays qui consomment des productions françaises. Donc, il faut effectivement un juste équilibre. Mais par contre, là où le bas blesse, c'est la réciprocité entre les pays sur les pratiques de production et les niveaux de rémunération. Donc, ce n'est pas devenir, je ne pense pas que c'est dans le sens que a été dit de devenir chauvin en disant on consomme que français. C'est assurer que les productions françaises, si elles sont issues de pratiques plus vertueuses, assurant une bonne rémunération aux agriculteurs, il serait louable de privilégier cette consommation d'origine France. Mais ça ne veut pas dire qu'on s'interdit de consommer des produits d'autres pays si eux-mêmes étaient aussi vertueux et louables sur les pratiques. Je pense que c'est dans ce sens-là que tous les deux, vous souhaitiez réagir. Tout à fait. Oui, c'est ça. Et à nous de faire l'exercice de convaincre et d'apporter les arguments, de démontrer et de communiquer pour arriver à cela. Je reparcours les réactions à cette échelle. Je vérifie aussi le temps. Sur les communications qui peuvent être faites et le travail qui peut être fait avec le consommateur, on est de plus en plus aussi dans des réflexions d'implication du consommateur dans, on va dire, des ateliers expérimentaux, la pratique.
si vous voulez, la communication, comme cela peut se faire, publicitaire, annonce, etc., a peut-être des impacts finalement mineurs. Et est-ce qu'il faut aller vers du travail vraiment collectif dans des ateliers où des consommateurs rencontrent en face à face des agriculteurs et qu'il y ait vraiment une dynamique qui se tisse? Alors des rencontres qui peuvent être moi j'ai entendu parler d'écoles des fois, à l'occasion de la cantine, peut-être ça sera abordé dans d'autres discussions, font venir un agriculteur pour témoigner devant des enfants de leurs pratiques, des écoles qui vont visiter des exploitations. Enfin, voilà, comment on retisse ce lien et est-ce que les agriculteurs des fois sont prêts, parce que certains sont prêts ou pas prêts à faire cette démarche-là, mais vous voyez, refavoriser la connexion qu'on a perdue de par l'évolution de la population active, l'urbanisation de la population, on a perdu ce lien. Donc c'est peut-être aussi la nécessité de renouer des liens concrets entre la société civile et le monde des agriculteurs. Oui, là, tout à fait, là, vous avez raison. Hein. Alors, on a fait un petit test avec un J2E sur un secteur et ça a hyper bien marché. C'est-à-dire que des agriculteurs du groupe qui produisaient des légumineuses sont allés présenter un peu les produits et montrer aux élèves comment ils produisaient, comment ils cultivaient cette culture. C'est hyper intéressant. Par contre, c'est un investissement. Voilà, c'est ça. Tout est là, mais c'est une super approche. Et travailler avec des scolaires, c'est travailler forcément avec nos futurs consommateurs. Et c'est vrai, et qu'en plus, le fait d'avoir des agriculteurs locaux, où souvent, c'est arrivé, moi je vois sur un exemple, où on se retrouve à voir le voisin qui n'est pas agriculteur, qui découvre finalement au travers de ses enfants le job de l'agriculteur qui travaille autour de sa maison. C'est super. Mais là, il faudrait multiplier ce type d'initiative, mais bon, voilà, il faut aussi avoir des qualités de communicants et on n'est pas tous pareils, quoi. Les agriculteurs, je veux dire, je vois nous dans le groupe là, de 15, on en a 2 qui sont hyper impliqués et d'autres qui sont plus réticents, voilà, on est tous différents. Des personnes qui sont faites beaucoup plus pour communiquer que d'autres. Mais c'est la voie, moi je pense que c'est la voie, c'est clair. Il y a un gros investissement de la part de nos agriculteurs et de nous, peut-être les OS, enfin, les organismes de collecte, de bosser dans ce sens-là. C'est du travail, hein, c'est du travail de longue haleine. Monsieur Prévost, vous avez des témoignages sur comment renouer ce lien direct entre agriculteurs et consommateurs par des relations Non, mais je fais que confirmer là aussi. C'est un travail de longue haleine qui doit se faire à toutes les échelles. L'échelle de proximité, remettre en lien nos producteurs, nos adhérents avec le consommateur en local, ça, par de la pédagogie, par de l'explication, en partant des plus jeunes dans les écoles, mais aussi dans les marchés ou lors d'événements dédiés, ça a forcément de la valeur. Ça fait l'éducation du consommateur, ça permet de passer les bons messages, de démentir ou d'aller contre des perceptions parfois complètement fausses du métier. Ça permet de revaloriser la production et de faciliter la consommation à cette échelle de proximité. Et ensuite, il faut aussi travailler la communication sur des filières à plus grande échelle avec des industriels qui ont un rayonnage et un maillage plus large qui permet de toucher plus largement pour structurer une filière à toutes les échelles. Alors, comme disait M. Laribo, la communication, c'est quelque chose de difficile. C'est un vrai métier. Tout le monde n'est pas capable de le faire efficacement. Il y a de la méthode, il y a parfois de l'instinct. Il y a des gens qui le font très, très spontanément et très naturellement dans leur quotidien. Et c'est la somme de tout ça qui nous permettra au final de déployer, de mieux diffuser l'intérêt de ces légumineuses dans les régimes alimentaires et de mieux valoriser surtout tout le travail qui est fait en amont par les adhérents. Bien. Je vous remercie vraiment à tous les deux d'être revenus sur ces enjeux d'organisation des filières, mais aussi, on le perçoit nous aussi, des espaces de dialogue, de concertation qu'il est nécessaire de renouer au sein de la profession, mais aussi à l'échelle de toute la filière et en allant jusqu'au consommateur, d'arriver à embarquer le consommateur dans ces échanges et discussions. À la fin de l'atelier, nous allons revenir plus largement
sur ces enjeux de dialogue et de concertation. Donc, s'il n'y a pas, je survole, s'il n'y a pas de questions, je renvoie à mes collègues Myriam. Oui, on se disait que peut-être que ça pouvait être l'occasion de revenir sur la partie production, qui était une question qui a été posée il y a un petit bout de temps. Sur les freins en amont, a-t-on besoin d'irrigation pour l'implantation de certaines légumineuses? Est-ce le même frein ou sont-ils plus spécifiques pour le soja dans notre région? Là, on revient sur de l'agronomie. Donc là, Oui, non, je ne trouve pas qu'en fait, je veux dire, les légumineuses n'ont pas d'exigence vraiment spécifique, hein. Alors après, il y a, voilà, les légumineuses ont toutes des cycles différents. Quand on parle du pois chiche, de la lentille, hein, on se retrouve sur des cycles dits intermédiaires. On a des productions qui se récoltent au moment où l'eau se raréfie. Donc, une lentille ne s'irrigue que s'il le faut que sur juin. Le pois chiche, c'est pareil, quoi. Voilà, donc ça, c'est un avantage. Par contre, le soja a un cycle comparable au maïs ou au tournesol, avec des exigences en eau qui sont comparables. Donc, tout dépend de la culture qu'on parle. Enfin, voilà, sont toutes différentes, on a des cycles tous différents. Voilà, on a des légumineuses d'hiver, de cycle intermédiaire, des légumineuses de printemps, enfin, voilà, d'été. Voilà. Donc, pour moi, je ne dis pas de particularité. Monsieur Prévost? Non, pas de particularité. Il faut aussi avoir en tête qu'on est sur des régions, mine de rien, où la productivité n'est pas la même que dans d'autres régions et l'irrigation a un coût. Et donc, il faut que ce soit extrêmement bien raisonné et dans l'équilibre et la rentabilité de la culture, ça ne doit se faire que si ça a vraiment du sens et que ça doit être intégré dans la réflexion autour de la rentabilité de la culture. Très bien. Bien. Myriam, je propose, pour garder le temps de la discussion ensuite, pour revenir un peu sur ces enjeux transversaux de la concertation, du dialogue, de peut-être passer à la séquence suivante.